Bedford est mort. La paix est faite avec les Bourguignons. Paris est de nouveau sous contrôle français. Les choses semblent tourner en faveur de Charles VII. Seulement, le royaume est ruiné, les famines et les épidémies s'enchaînent. Des réformes d'envergure s'imposent. Et en modifiant de fond en comble le royaume, le roi risque de se mettre à dos les grands barons. Même ceux qui l'ont soutenu fidèlement depuis 20 ans. À la conquête de l'histoire. Praguerie et réforme. Charles VII prépare la reconquête. À la suite du traité d'Arras, Charles VII fait la part belle aux anciens partisans bourguignons dans son administration. Il a la sagesse de ne pas vouloir les écarter. Chacun avait servi la cause qu'il croyait juste, et chacun avait sa place dans le nouvel ordre politique. Conseillé par Richemont, Charles VII eut le courage d'empêcher ses partisans de confisquer la victoire et de brimer les vaincus, chose peu commune à l'époque. En ne se lançant pas dans une chasse aux sorcières, le roi évitait ainsi à la France des années de rancune. Finalement, la population se rend compte qu'à avoir servi l'anglais Henri VI ou bien Charles VII, on n'avait pas véritablement pris de risque. Cette observation jouera en faveur du roi de France. Il vaut mieux servir un roi qu'un vassal rebelle, aussi puissant soit-il. Le roi de France serait bien servi. Tout ceci n'échappe pas à la grande noblesse, qui s'est engagée depuis des siècles dans un affrontement contre le pouvoir royal afin de conserver ses prérogatives, et surtout une certaine forme d'indépendance. C'est particulièrement vrai pour les barons du sud de la France. Armagnac, Foix, Albret, qui ont trop souvent tendance à considérer le roi de France comme un partenaire plus qu'un souverain. Charles VII profite de la mort du comte de Foix pour laisser vacante la charge de lieutenant du roi en Languedoc. C'est un signe clair. Le roi reprend en main les affaires de la région. Dans le nord, certains grands nobles jouent également au souverain, les ducs de Bourgogne et de Bretagne notamment, mais aussi le duc d'Anjou, qui est par ailleurs roi de Naples. Le duc de Bourbon, lui, rappelle sans cesse qu'il fut le rempart qui protégea le royaume de Bourges, tandis que le bâtard d'Orléans rappelait lui aussi que le roi lui devait plus qu'il ne devait au roi. Les princes du royaume de France n'avaient aucunement l'intention de se laisser dominer par celui qu'ils avaient connu si faible. Certes, le traité d'Arras avait scellé la paix entre Charles VII et Philippe le Bon, mais ça ne faisait pas les affaires de ceux qui avaient tout investi dans la guerre contre la Bourgogne. Jean d'Alençon, par exemple, avait tout perdu en Normandie par le fait des Anglais. Il attendait de la victoire un dédommagement conséquent. L'amnistie des Bourguignons lui fit perdre tout espoir. Charles de Bourbon avait lui gardé au roi la fidélité du Bourbonnais, de l'Auvergne, du Forez. Face aux Bourguignons, il avait été un véritable rempart. Il ne supportait pas de voir les ralliés de la dernière heure tenir le haut du pavé dans l'administration royale. Même la fidélité du bâtard d'Orléans flanchait. Certes, il était désormais grand chambellan de France et comte de Dunois, mais il considérait à juste titre, il est vrai, que le roi ne faisait pas grand-chose pour libérer son demi-frère, le duc d'Orléans, capturé à Azincourt pour avoir servi son roi, et prisonnier des geôles anglaises depuis 25 ans. Une première coalition se forme dès 1437, autour de Bourbon et d'Alençon, qui sont soutenus par René d'Anjou, le duc Jean V de Bretagne et le comte Jean IV d'Armagnac. Les conspirateurs projettent d'enlever 2 favoris de Charles VII. C'était oublier le fait que le roi n'était guère enclin à faire quoi que ce soit pour sauver ses fidèles. On se rappelle de l'absence de réaction royale après l'attentat contre la Trémoille, ou encore la capture de Jeanne d'Arc. Charles VII est mis au courant du complot et les conspirateurs n'osent pas aller plus loin. 2 ans plus tard, la conjuration reprend. Et cette fois-ci, le dauphin,
futur Louis XI, âgé de 16 ans, a été intégré à ce qu'on appellera la praguerie, en référence aux récents événements de Bohême. Les rebelles rêvaient de confier la régence au jeune homme tout en se gardant la réalité du pouvoir. On retrouve les mêmes têtes que 2 ans auparavant, auxquelles s'ajoute le dauphin donc, mais également la Trémoille, Dunois, et même les Anglais promettent leur appui. Le complot confine à la trahison. Ce que les rebelles oublient, c'est que les Français étaient las de la guerre, et qu'ils n'avaient rien à gagner à ces batailles de princes. Face à la féodalité, Charles VII retrouvera l'alliance avec la bourgeoisie, traditionnellement hostile au pouvoir local et plus favorable au roi. Ce dernier rassemble son armée sur la Loire, puis marche sur le Poitou en mars 1440. En quelques jours, Charles VII est devant Niort. En face, le duc d'Alençon se sent bien seul. Neveu de Richemont, il négocie facilement une trêve, puis il tente de mettre à profit ce temps gagné en appelant à l'aide les Anglais. À la mi-avril 1440, le dauphin et les ducs se retrouvent en Auvergne. Charles VII les poursuit, fait tonner ses canons, occupe une trentaine de forteresses. La petite noblesse, qui se méfie de ces jeux de princes, reste fidèle au roi et ne rejoint pas les conjurés. Rapidement, les princes se rendent compte qu'ils ont plus à gagner à négocier plutôt qu'à poursuivre une guerre dans laquelle ils ne font que reculer. Dunois est le premier à quitter la praguerie et à rejoindre le roi. De premiers pourparlers ont lieu à Clermont, mais devant les exigences des rebelles, le roi quitte la table des négociations, puis prend Vichy et Roanne. Très vite, la coalition des princes se désagrège. Alençon rentre chez lui, et le dauphin et le duc de Bourbon demandent pardon au roi. Fin juillet, l'affaire semble bouclée. Charles VII entend jouer la clémence. Le roi de France profite de cette accalmie pour reprendre la reconquête. Après une expédition dans le Bordelais, c'est au tour de la Normandie de subir les assauts français. Cependant, aucune percée n'est opérée. La seule ville importante à avoir été reprise est Meaux. Gains et pertes s'équilibrent. La situation bascule en 1441, quand Charles VII peut enfin dégager Paris. Déjà, la libération de Meaux avait largement soulagé le ravitaillement de la capitale. En mai 1441, Creil est enlevé, puis le 19 septembre, c'est Pontoise qui tombe. Le roi est enfin maître de l'Île-de-France. Après une nouvelle tentative de révolte des princes qui est de nouveau avortée, Charles VII prépare une expédition en Guyenne, qu'il compte bien conduire en personne. La place forte de Tartas, propriété de la famille d'Albret, a été prise par les Anglais en 1441. Dans le traité signé après la prise de la forteresse, il y avait une clause actant que le sort de la ville pourrait être joué par le sort des armes. Charles d'Albret était le seul soutien du roi de France sur la rive gauche de la Garonne. Il ne pouvait donc pas ne pas y aller, faute de quoi il perdrait la considération des barons. L'armée royale s'assemble à Limoges, puis occupe l'Angoumois, et le 8 juin 1442 fait son entrée en grande pompe dans Toulouse. Accompagné du comte d'Armagnac, de Charles d'Albret et de Gaston de Foix, le roi de France impressionne. Disposé devant Tartas, prêt au combat, l'armée royale attend toute la journée de la Saint-Jean que les Anglais pointent le bout de leur nez. Personne ne vient. Charles VII fait occuper Tartas, puis le lendemain prend Saint-Sever, puis Dax. La route séparant les deux plus grandes villes de la Guyenne anglaise, Bordeaux et Bayonne, est désormais bloquée. L'armée française peut maintenant resserrer l'étau sur Bordeaux. Tonneins, Marmande, Royan tombent rapidement, puis c'est au tour de l'Aréole. Une flottille française pénètre même dans le port de Bordeaux et y capture 2 navires de ravitaillement. La ville est en panique. Les complots pour ouvrir les portes aux Français sont fréquents, et on pense même un moment à se rendre au roi de France. Malheureusement, Charles VII fait une erreur stratégique. Il ne peut pas disperser sa force en attaquant toutes les petites forteresses de la région tout en assiégeant Bordeaux. Il s'en rend vite compte, et les Anglais en profitent. Ils reprennent Dax, puis Saint-Sever. L'hiver arrivé, le roi de France ordonne la retraite vers le Languedoc.
Bordeaux est sauvé. Ce contretemps permet malgré tout aux Français de se rendre compte d'une chose. Pour conquérir la Guyenne anglaise, il leur avait manqué une véritable flotte et une armée ravitaillée 12 mois sur 12. Une armée anglaise de secours menée par Somerset débarque en Normandie. Pour financer les 600 hommes d'armes et les 4000 archers, Henri VI a dû taxer, mettre en gage les joyaux de la couronne et réquisitionner des navires marchands. Somerset, au lieu de tracer tout droit vers la Guyenne, s'attarde en Normandie dans laquelle il pille les villages normands, puis va ravager l'Anjou et saccage la petite ville bretonne de la Guerche, ce qui met en rage le duc de Bretagne. Somerset regagne Rouen, où il se fait conspuer par les élites anglaises de la ville. D'autant que plusieurs places fortes normandes, Graville, Gaillardon, tombent entre les mains des Français au même moment. Pour compenser, Talbot tente de reprendre Dieppe, mais échoue après 9 mois de siège. Les navires bretons ont ravitaillé la ville pendant toute la durée du siège, et le 14 août 1443, l'armée du dauphin Louis vient mettre en déroute les Anglais. Si la situation militaire s'améliore du côté français, la France est exsangue, et les écorcheurs ravagent le pays. Ces soldats sans embauche, héritiers des routiers des grandes compagnies dont Charles V et Du Guesclin avaient débarrassé le royaume, sont des hommes de guerre, souvent prêts à servir, mais une fois sans solde, ils sont bel et bien capables de faire la guerre pour leur propre compte et de mettre le pays à sac. De nombreux soldats avaient perdu tout espoir de solde après la signature du traité d'Arras. De nombreuses garnisons n'ont plus de raison d'être, ce qui fait grossir les rangs de ces bandes armées. Les affrontements entre les différents groupes de soldats, les embuscades, les coups de main épuisent le pays. L'impôt pour battre les écorcheurs s'ajoute à l'impôt pour battre les Anglais, et à l'impôt qu'on paye pour que les écorcheurs aillent ravager ailleurs. Si les villes et les bourgeois sont prêts à payer pour s'assurer un temps la sécurité nécessaire à l'entreprise économique, les campagnes, elles, n'ont qu'à trembler. La fumée des villages en feu et des granges incendiées s'élève à tous les horizons. Dans ces conditions, personne n'ose sortir de sa ville, se risquer sur les routes, aventurer son argent. La paralysie s'établit sur l'économie française. En plus de ça, comme souvent, l'épidémie frappe le royaume. La variole ravage l'Île-de-France. La peste frappe à nouveau le Languedoc. Les citadins se sauvent en gagnant la campagne, mais ils ne font rien d'autre que de grossir les rangs des vagabonds. Cette anarchie qui s'installe en France et l'échec cuisant de l'expédition de Somerset en 1443 pousse les Anglais vers la négociation. Cette fois, c'est le comte de Suffolk qui est à la tête de la délégation anglaise. Le 20 mai, une trêve de 22 mois est conclue. Les Anglais renoncent à tous leurs droits sur le Maine et ne revendiquent désormais plus la couronne de France. Pour sceller la cessation des hostilités, les fiançailles d'Henri VI avec Marguerite d'Anjou, fille du roi René, et nièce de Charles VII sont conclues. De prolongation en prolongation, cette trêve durera jusqu'en 1449. D'un premier abord, tout le monde gagne à cette trêve. Mais en réalité, le profit était pour Charles VII. Il a maintenant tout le temps pour réorganiser et reprendre en main le royaume, puis prendre sa revanche. Charles VII est désormais un homme fait. Ce n'est plus le gentil dauphin de Bourges humilié à Troyes, manipulé par sa belle-mère Yolande, écrasé par les responsabilités. Si Charles le bien servi, comme il sera surnommé, ne se passera jamais de conseiller, contrairement à son fils Louis XI qui prendra ses décisions seul, il reste désormais à leur place, et c'est le roi qui décide, qui tranche. Bien sûr, il est toujours en proie à des hésitations, des craintes, mais la confiance lui vient avec les premiers succès. En ce sens, l'homme nouveau qu'il est devenu doit beaucoup à Jeanne d'Arc. C'est donc un homme nouveau qui compte bien prendre sa revanche sur les envahisseurs anglais. Car si au début de la guerre, le conflit s'apparentait à un conflit féodal dans lequel les ennemis s'appelaient Plantagenet, Évreux, Harcourt, Lecoq, Grailly ou encore Cochon, désormais, la guerre a pris une tournure nationale, et le seul et unique ennemi, c'est l'anglais. Pour se défaire de cet ennemi,
une réorganisation en profondeur est nécessaire, et le roi compte bien reprendre la main sur de nombreux sujets. Le premier sujet brûlant est celui de la religion. Ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a un conflit entre le pape et le concile réuni à Bâle depuis 1433. Le roi compte bien profiter de ces dissensions pour imposer ses vues et prendre la main sur la nomination des évêques jusqu'alors privilège pontifical. Le 1er mai 1438, Charles VII rassemble à Bourges une assemblée générale du clergé français qui va examiner les canons proposés par le concile de Bâle et décider de ce que le royaume de France peut accepter. En faisant ça, Charles VII se sépare du pape sans pour autant obéir aveuglément au concile. Il écoute l'avis du clergé, mais le clergé de son royaume. Le roi s'érige ainsi en chef de l'Église de France. Le 7 juillet 1438 seront publiés les canons acceptés par la France. Ce qui prendra le nom de pragmatique sanction permet ainsi au pouvoir de réglementer la discipline ecclésiastique, de condamner le concubinage des clercs, de limiter l'usage de l'excommunication, de préciser les formes liturgiques et d'interdire les fêtes profanes dans les églises. Dans le long mouvement qui, depuis Saint Louis et Philippe le Bel, construit ce qu'on appellera plus tard le gallicanisme, Charles VII marque un point capital. La seconde tâche d'envergure pour le roi de France est de rétablir l'économie du royaume et de reconstruire le pays ravagé par la guerre. Du côté des campagnes, l'affaire sera longue, au moins un demi-siècle, et le roi n'a que des moyens d'action limités pour imposer ses vues sur la seigneurie des autres. Il s'arrogera cependant en 1447 le droit d'autoriser les seigneurs à consentir de nouveaux baux pour les terres abandonnées, sans devoir craindre le retour éventuel des ayants droit du dernier tenancier. Personne ne se donnerait en effet la peine de défricher une terre et de payer le cens s'il devait la céder un jour au petit-fils d'un paysan parti au temps des grandes compagnies ou d'une quelconque épidémie. Il suffira désormais de 4 annonces à la grand-messe pour libérer la terre abandonnée de tout droit. Petit à petit, les paysans remettent en valeur les terres, et les plus malins profitent des baux avantageux, tant qu'il y a plus de terres en friche que de mains pour les travailler. Pour les villes, les choses vont plus vite, car le roi a des atouts, des privilèges fiscaux, commerciaux et monétaires. Pour relever les ruines, rénover les habitations, reconstruire les ponts, restaurer les quais, il faut de l'argent, et le fisc en prend ou bien en procure. Il suffit de détaxer un trafic ou d'exempter des contribuables. Comme la prospérité attire la population, le manque à gagner immédiat, pour le fisc, se transformera très vite en plus-value. Pour relancer l'économie des villes dont les marchands ont fait faillite et sont incapables de rembourser leurs emprunts, le gouvernement royal autorise la banqueroute. L'hypothèque qui mangeait le revenu des commerçants et les empêchait de relancer leur affaire est donc annulée. Chacun espère que la banqueroute ramènera vers les halles des marchands, des marchandises et surtout des clients. Charles VII tente également de raviver les routes commerciales qui ont été asphyxiées par la guerre. Jacques Coeur, qui rentre au Conseil royal en 1443, sera l'artisan principal de cette politique en donnant au commerce méditerranéen de la France une nouvelle impulsion, en créant une compagnie, les Galets de France, afin de s'affranchir des intermédiaires italiens. Le roi lui donne le monopole des exportations françaises vers le monde musulman. Le gouvernement royal remet également en avant les foires. Il ne reste plus grand-chose de ces foires qui réunissaient les marchands de l'Europe entière dans les 4 villes de Champagne, Provins, Troyes, Bar-sur-Aube et Lagny-sur-Marne. Charles VII rétablit les privilèges des villes champenoises, mais les nouvelles routes terrestres et maritimes qui avaient causé la mort de ces foires sont désormais bien trop établies. Des dispositions similaires sont prises pour ramener les marchands à la foire de Lyon, mais là aussi, ça ne sera pas un succès. Un dernier point pour favoriser la reprise économique, c'est de repeupler ces villes, qui sont à moitié vides. La capitale est le premier enjeu. Pour favoriser l'exode rural vers Paris, Charles VII exempte d'impôts pour 3 ans les Normands qui fuiront la domination du Lancastre. Il gagne ainsi sur 2 tableaux, plus de Parisiens et moins de contribuables pour son adversaire. Le troisième objectif du roi est le rétablissement financier. Une fois l'économie remise sur pied,
Charles VII va pouvoir s'intéresser à cet enjeu crucial. S'il n'a jamais manqué de ressources, celles-ci ne sont pas encaissées de manière régulière, et c'est bien là le problème. Les écorcheurs, comme les grandes compagnies en leur temps, servent d'argument aux gens du roi qui s'efforcent d'inculquer dans l'esprit des contribuables l'idée d'un impôt régulier. Les écorcheurs rendent permanente la guerre, ou tout de moins la menace de pillage et de destruction. Peu à peu, en langue d'Oil comme en Languedoc, la permanence de l'impôt, surtout des impôts indirects, s'établit sans trop de résistance. En revanche, pour les impôts directs, le roi s'affranchit plus difficilement du consentement nécessaire des États généraux des deux régions. Il faudra quelques années, jusqu'à 1450, avant que Charles VII ne puisse définitivement se passer du consentement des États. Les réformes fiscales mises en place, le flux d'argent régulier vers les caisses de l'État, permettra au roi de s'atteler à la dernière partie de sa refonte du royaume. La rénovation militaire est la mise en place d'une armée permanente. Ce quatrième axe des réformes militaires, et non des moindres, va permettre de profiter de la trêve pour préparer l'assaut final contre les dernières possessions anglaises en Normandie et en Guyenne. Cette armée permanente, dont on a vu l'ébauche sous Charles V, va définitivement prendre forme dans les dernières années de la guerre de Cent Ans. Une armée intermittente, ce sont des soldats qui ne sont pas payés toute l'année, et qui sont souvent plus dangereux une fois démobilisés que lorsqu'ils sont sous les drapeaux. Une armée intermittente, c'est aussi le gaspillage tactique. Une place forte est prise puis perdue quelques mois plus tard. Rien n'est jamais définitif. La guerre s'éternise. L'ordonnance publiée en 1445 va changer tout ça. 15 compagnies de 1500 lances, puis par la suite 18 de 1800 lances, sont retenues de manière permanente et constituent l'armée ordonnée par le roi. 15 compagnies, ça veut dire 15 capitaines, soit peu de chanceux et beaucoup de mécontents. Pour les simples hommes d'armes, le service du roi devient un privilège qui justifie les exigences accrues au niveau de la qualité. Dans les capitaines de ces compagnies d'ordonnance, on retrouve André de Loéac, Pothon de Saintrailles, Olivier de Coëtivy ou Charles de Culan, mais aussi des étrangers comme l'Écossais Robert Cunningham ou l'Espagnol Martin Garcia, et des grands seigneurs comme Pierre de Brézé et le duc Charles de Bourbon. La liste, mûrement réfléchie, laisse à l'écart les princes qui veulent rester au cœur des intrigues. Pour les autres anciens capitaines, ils sont rendus à la vie civile et charge à eux de renvoyer leurs hommes d'armes. Sortent ainsi de l'armée royale des petits nobles sans terre, des bâtards de haute et basse noblesse, ou des écuyers à la noblesse douteuse. C'est la fin d'une époque. La guerre cesse d'être une aventure. Après le tri de 1445, la cavalerie du roi de France redevient ce qu'elle était au temps des premiers Valois. Une armée de nobles, mais maintenant, chacun y doit tout au roi. Sa place et sa solde. L'armée est au roi, et il n'y a d'autre guerre que la guerre du roi. Intéressons-nous maintenant à la composition de ces compagnies d'ordonnance. 1500 lances, certes, mais une lance, c'est quoi? Une lance, c'est un homme d'armes, noble les 3/4 du temps, mais rarement un chevalier. Il est accompagné d'un page, futur homme d'armes. Pour compléter le groupe, il y a également 2 archers à cheval, avec un valet pour 2 et un coutillier. Au total, ce sont 6 hommes, dont 3 cavaliers. Un véritable groupe tactique autonome et complémentaire capable de manœuvrer et de riposter seul. C'est ça qui fait la force de la lance. Au plus fort de la guerre, vers 1450, l'ensemble de la cavalerie royale compte environ 12 000 hommes, dont 8 000 combattants. Une armée stable, que le roi conserve, même passé les opérations de grande envergure. Ses finances le lui permettent désormais. En plus de l'armée en campagne, il y a les garnisons, qui forment, elles, la petite ordonnance. Des gens à pied, mais des combattants quand même. Ils sont établis dans les places reconquises et assurent les étapes successives de la victoire finale, puis se verront confier ensuite le maintien de l'ordre urbain. La grande et la petite ordonnance ne constituent pas toute l'armée, mais sont le noyau stable qui sont renforcés selon la nécessité par des princes alliés comme Armagnac et Foix lors de la reconquête de la Guyenne, ou bien par des compagnies soldées pour le temps d'une campagne, comme c'était le cas auparavant.
Une infanterie de réserve est également créée par ordonnance le 28 avril 1448, les francs archers. Ils sont dits francs car exemptés d'impôts directs, et archers car supposément exercés au maniement de l'arc ou de l'arbalète. Chaque paroisse doit désigner un homme pour 80 feux. Théoriquement, le roi dispose de 8000 archers prêts à tirer à travers tout le royaume. Cette idée d'infanterie de réserve est excellente, mais les bourgeois n'y voient là qu'un moyen d'esquiver l'impôt. Les plus riches postulent seulement pour éviter les taxes, mais n'assurent en définitive aucune véritable capacité militaire. L'institution sera supprimée en 1480 par Louis XI. Pour compléter cette nouvelle armée, vient maintenant l'artillerie. En ce milieu de XVe siècle, l'artillerie n'est plus le simple appoint tactique qu'elle était au temps de Philippe VI, mais devient petit à petit un élément décisif. Sous la direction des frères Gaspard et Jean Bureau, elle deviendra essentielle à cette armée qui se prépare pour la reconquête. On est tout de même loin de l'uniformisation qui s'opérera dans les siècles suivants. On trouve des canons de toute taille, de la coulevrine qu'on épaule après avoir posé le canon sur une fourche plantée dans le sol, aux gros canons qu'on arrime sur des échafaudages en bois et qu'on manœuvre grâce à des chariots. Dans le même temps, les alchimistes améliorent la qualité de la poudre. L'effet de masse est désormais possible. Dans les batailles à venir, l'artillerie ne servira pas simplement à terroriser l'ennemi, mais une grêle de boulets va s'écraser sur la cavalerie anglaise, victime de son inadaptation, comme le fut un siècle plus tôt une cavalerie française mal préparée à la mobilité des archers. Cette artillerie va également révolutionner la guerre de siège. Terminé le temps des trébuchets qui lancent des blocs de pierre sans précision et qui font bien peu de mal aux enceintes fortifiées. Désormais, des tirs suivent des trajectoires tendues et endommagent grandement les fortifications. On verra même au siège de Bordeaux en 1452 exploser des boulets creux porteurs d'une charge explosive. La France de Charles VII semble donc prête. Économiquement, financièrement et surtout militairement. Les réformes ont changé la face du royaume. Il ne reste plus qu'une chose à faire, entamer la phase finale de la reconquête et enfin bouter les Anglais hors de France. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne, et à bientôt pour le prochain épisode.